Aujourd'hui, je reçois François Roigens, hypnothérapeute à Firminy, près de Saint-Étienne, spécialisé dans les arrêts du tabac et l'accompagnement du deuil. Aujourd'hui, François vient parler avec nous du processus de deuil et de sa manière de l'accompagner. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour François, Salut Valérie, ça va? ça va très bien et toi? Bon, écoute, ça va, ça va. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. C'est normal, tout ce qui peut faire avancer la cause m'intéresse. Ouais, ok, ouais, je comprends bien l'idée. Donc aujourd'hui, on est là pour parler principalement de l'accompagnement du deuil, puisque Ouais, c'est une de tes, j'ai envie de dire entre guillemets, spécialités. Je sais pas si ça te convient comme terme. ouais, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Avant qu'on commence, est-ce que tu serais ok de te présenter comme tu le souhaites, comme tu en as envie? Du coup, je m'appelle François, je suis un ancien entraîneur de basket pro, entre guillemets, parce que c'était mon métier, mais j'étais pas dans les hautes sphères du basket. Je suis arrivé à l'hypnose quand j'ai arrêté de fumer. Là, c'était un truc de ouf. Parce qu'en fait, je pensais vraiment jamais arrêter de fumer, en fait. Et je crois qu'on raconte l'histoire des newsletters en plus avec Anna là-dessus. C'est assez rigolo en fait, c'est avec le recul. Et du coup, bah, quand j'ai arrêté de mon taf d'entraîneur, avec ma rupture conventionnelle, j'ai fait tapis et j'ai dit je me paye une formation en hypnose. Ce qui est complètement stupide. Mais ça fait 10 ans maintenant que je vis de mon cabinet, uniquement de mon cabinet. Voilà, je fais très peu de formation. Je suis avec Anna. Et, euh, et voilà, je suis l'époux d'un égalé aussi. J'ai cette chance-là de partager ma vie avec Anna. Et je me suis intéressé au deuil bah, quand Louise est décédée. Parce que j'ai une fille qui s'appelle Louise, qui est décédée il y a 8 ans maintenant. Je suis pas toujours très au clair avec les dates de ça. J'ai Hmm. pas envie de l'être en plus. Et j'ai commencé à accompagner les gens aussi après. Je pense aussi dans le flot d'éviter ma propre souffrance et de tout ce que ça pouvait générer chez moi. Et on a eu un deuxième enfant qui s'appelle Lucien, c'était pas avec Anna, qui s'appelle Lucien, qui est décédé de la même chose, c'était une maladie génétique. Euh, et là, j'ai amplifié le travail autour du deuil encore. Ok. Voilà. Beaucoup de recherches. J'avais envie de comprendre en fait ce qui se passait pour moi, ce qui se jouait entre moi et mon ex-compagne à ce moment-là aussi. J'avais envie de savoir quand est-ce que ça se finirait à un moment tout ça. Aussi, tu Ok. vois. Donc voilà, j'avais des peurs, je comprenais pas pourquoi j'avais des angoisses. J'ai, voilà, 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 en gros, c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup travaillé autour du deuil et que j'ai un avis sur le sujet qui est un petit peu, je pense, à contre-courant de ce qui se fait beaucoup en ce moment. Ok, bah, c'est ce qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Donc, pour résumer, finalement, tes choix de carrière, tes choix de sujet sont intimement liés avec ton vécu personnel. Je l'avais jamais vu comme ça, mais ouais, apparemment. Ouais, apparemment. Je suis arrivé à l'hypnose parce que j'ai arrêté de fumer avec l'hypnose, hein. Je fais beaucoup d'arrêts du tabac. C'est un sujet que je trouve juste passionnant parce que, en fait, une petite parenthèse sur le tabac, il y a juste un truc qui m'énerve, c'est quand on dit que les gens qui viennent, ils sont pas motivés et qu'ils font. Je déteste ce point de vue. Euh, on met rarement, parce que les séances de tabac en général sont un peu chères, on met rarement 80, 100, 150 balles, 300 balles sur la table et si on n'est pas motivé. Hmm. Euh, on n'est peut-être pas dans le bon timing, on a peut-être nous raté quelque chose en tant qu'hypno, mais c'est rarement la motivation des gens qui remettent en question. Et je pense que c'est pareil pour le deuil. Ouais. Quand on est confronté à des limites, nous les hypnos, on peut avoir tendance des fois à se dire oh, les gens sont pas motivés. Hmm. Euh, non, des fois on est juste pas compétent ou on tape à côté et on doit être capable de se remettre en question nous d'abord.
finalement, ça pourrait se généraliser à tous les domaines. C'est quand même quelque chose qui revient souvent, ça. Quand Ouais, on est un petit peu en échec en tant qu'accompagnant, de mettre la faute sur la motivation du client. ouais, on sent Voilà. que la motivation, c'est quelque chose de fluctuant, donc Exact. c'est même assez logique. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, c'est un petit détour, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner soit une définition, soit ta définition personnelle de ce que c'est que le deuil finalement? Euh, alors, alors j'y réfléchis. Hmm. Pour moi, le deuil, c'est un process naturel. Ça, pour le coup, difficile de dire le contraire, étant donné qu'on fait des deuils depuis la nuit des temps, bien avant qu'on s'intéresse à la psyché, euh, qui peut parfois être verrouillé et qui a besoin parfois d'accompagnement. Voilà. C'est pas une maladie, c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Il faut juste accepter que ça prenne du temps. Ce qui est problématique, je sors de ta question, je suis désolé, mais je suis comme ça. Je sors souvent des questions, hein. Ce qui est problématique, c'est que souvent l'entourage, ils ont du mal à vivre la souffrance de l'autre, à traverser la souffrance de l'autre aussi. Ce qui fait que ben, le deuil, le process naturel est vite mis de côté et les gens, après, ils se trimballent avec leur fardeau, leur Ouais. culpabilité. Voilà. Quand on parle de process naturel du deuil, c'est comme une cicatrisation. C'est ça que je voulais dire. Hmm. Le deuil, ça ressemble à une cicatrisation et je trouve que bah, pour coup, les travaux de Christophe Forest sont très intéressants, même si moi, j'aime pas trop Stanley Bouquin. Ça reste très perso. Ouais. Euh, mais il y a quelque chose de l'ordre de la cicatrisation et on doit respecter le temps de cette cicatrisation. Voilà, ça me semble important. À une époque où on veut aller toujours plus vite, éviter de Oui. souffrir et machin, c'est peut-être important qu'on puisse respecter le temps de cette cicatrisation. Ouais. Voilà. Je partage ce point de vue. On va recreuser un petit peu après ça parce que j'ai des questions qui Ouais. sont un peu plus précises, mais qui vont aller dans le sens de ce que tu es en train de dire là. Avant d'aller un peu plus creuser sur la question du deuil, qu'est-ce que tu penses, toi, de la place qu'on donne à la mort dans notre société, en Euh, France en particulier? Ou en tout cas la manière dont on en parle, tu vois, comment on fait nos rituels de deuil, etc. on n'en parle pas déjà. On n'en parle pas ou peu. Enfin, je crois. Moi, le premier enterrement que j'ai fait, c'était celui de Louise. C'est-à-dire, quand t'es enfant, il faut pas emmener les enfants au cimetière parce que voilà. Alors après, c'est vrai qu'on aurait certainement à gagner à, à s'inspirer d'autres cultures, tu vois. On est allé au Mexique, faire la fête des morts, c'était chouette. Je trouvais que c'était chouette ce moment où il y avait des hôtels, il y avait des photos des gens qui étaient décédés. Ouais, Non, on s'était fait notre hôtel et tout dans notre piole, c'était cool. On vit un peu comme si on était des immortels, j'ai l'impression. Après, t'as des courses, quand ça nous tombe sur le coin de la gueule, on fait, oh, je pense qu'on doit s'habituer à vivre avec ce qui va tous nous arriver. ouais, Ça n'empêchera pas la tristesse, ça n'empêchera pas que les gens qui restent souffrent, mais on devrait laisser plus de place à ce domaine-là. Et de façon très concrète, tu vois, oui, de façon très concrète, pas de façon en parlant, en n'empêchant pas les enfants d'aller au cimetière, euh, en, s'est- en, ouais, en en parlant. C'est des sujets qui sont délicats à aborder, hein. oui. Euh, si t'es plus âgé que ton épouse ou que ton mari et que tu dis, bon, bah alors, quand je serai plus là, parce qu'en théorie, j'ai quand même mourir avant toi, l'autre fait, tu vois, ça se crispe tout de suite, tu Ça vois, sent le vécu. ça se crispe tout de suite, tu vois, Oui, alors que finalement, c'est la vie, et c'est la vie, et que la personne qui reste, ben, elle doit être préparée oui, à continuer à vivre, même si elle va souffrir, mais ça va être compliqué pendant un temps. La vie, elle va continuer, et la vie, elle est chouette, tu vois, donc, je crois que moi, je risque de choquer des gens quand je vais dire ça. Le décès de Louise et Lucien, même si j'aurais préféré les avoir avec moi, ça m'a aussi libéré de pas mal de choses. Dans le sens où, à quel moment je les aurais fait souffrir pour ne pas souffrir moi. C'est-à-dire qu'éventuellement, si on avait trouvé une grève de cœur pour Lucien, qui avait 5 semaines, ce truc improbable, tu vois, peut-être qu'il aurait pu survivre, et encore combien de temps, ça n'avait pas de sens à un moment. Ça n'avait pas de sens. Ça aurait été complètement égoïste. Louise était tellement attaquée que ça aurait été un légume. Non, ça aurait été une vie pour personne, en fait. Donc, voilà, je pense que ouais, ça s'habituer au fait qu'on va mourir, et c'est juste logique. Bah, voilà. Mais il y a d'autres cultures où c'est beaucoup plus fluide, hein, dans les pays du Moyen-Orient. Le généticien qu'on avait vu,
Lui, il nous disait, bon, là-bas, ils perdent un enfant. Bon, c'est triste, mais ils refont un enfant, quoi. Ils se posent pas de questions. Ça fait partie du cheminement. Tu vois, c'est comme on dit, c'est pas dans l'ordre des choses. Il n'y a pas d'ordre des choses, en fait. C'est pas vrai. C'est vrai, ouais. Et tu sais, je pense aussi à la manière dont on aménage nos cimetières. Tu vois, en France, c'est très froid, c'est à l'écart, c'est hyper bétonné. Et Ouais. regarde, par exemple, dans les pays anglo-saxons, c'est très verdoyant, c'est au cœur de la ville. Et puis tout le monde Hum. vient pique-niquer sur les tombes. Enfin, tu vois, c'est intégré un peu à la vie de tous les jours. Bah, ça, c'est en fait c'est culturel, c'est lié au fait que la mort pouvait créer des maladies, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient Ok. les cimetières à l'extérieur. À l'extérieur, ce qui D'accord. n'est plus le cas maintenant. Mais, mais oui, effectivement. C'est ce qui m'a marqué au Mexique, c'est que la fête des morts, c'est la fête. Il y Ouais. avait des pièces de théâtre qui se jouaient en plein air, comme ça, dans les cimetières. Alors, il y a une dimension commerciale aussi, hein, Mm. bien sûr, c'est pas le. Enfin, franchement, je m'en fous, c'est pas le problème. Ils font bien du blé comme ils peuvent, c'est pas le souci, tu Oui. vois. Mais il y avait tout cet attrait-là, joyeux. Penser à celui qui est plus là, c'est joyeux. Et je trouve que nous, on aurait vraiment à bosser là-dessus, c'est-à-dire que il se crée une espèce de silence, en fait, dans l'écosystème des gens endeuillés, qui est je ne veux pas, la personne ne veut pas déranger, donc elle ne parle pas de la personne qui est décédée, et la personne qui est en face, les amis, l'écosystème, disent on va pas remuer le couteau dans la plaie, ça a l'air d'aller. Résultat des courses, on nourrit la plus grande peur des personnes endeuillées, qui est d'oublier la personne décédée. Et je pense qu'on aurait un vrai gain d'accompagnement, de qualité de vie, si on acceptait de parler des gens qui sont morts. Dans ma famille, parler de Louise et Lucien, avec ma mère, on peut en parler. Mon père, il est figé. Mes beaux-frères, on parle même pas. Ouais. Mon beau-frère, c'est un lapin pris dans les phares d'une voiture, hein. Il peut plus rien dire. Mes sœurs, c'est pareil, quoi. Tu vois, alors qu'avec Anna, on en parle. On fait des vannes dessus, tu vois, qui se parfois choquent un peu les gens, mais Ouais. c'est une façon de pas oublier. Donc, on aurait bon ton, je pense, d'apprendre à garder une vraie place à la mort et une vraie place aux gens qui sont décédés. Je répète un truc super important que tu viens de dire, c'est que la plus grande peur, c'est d'oublier. Ah bah oui, ah oui, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se lancent dans des combats, il y a des gens qui se lancent dans la recherche de contacts en permanence. On a peur d'oublier. Ça répond à ta question? Ouais, très bien. Du coup, ça répond aussi à ma question suivante, qui était la place qu'on donne au deuil dans notre société. Mais tu peux peut-être creuser l'aspect, peut-être comme tu disais, les proches qui n'osent pas parler ou ceux qui vont dire, bon, allez, c'est bon, passe à autre chose maintenant, tu vois, ce genre de choses. Hmm. Alors, déjà, on a une vraie méconnaissance du process parce qu'on s'y intéresse pas si on n'est pas concerné. Et encore. Le premier podcast que j'avais fait tout seul, c'est sur un coup de nerf, c'était arrêter de couper les liens. Je me souviens de ce poste. J'avais pris quelques flèches, tu vois, à l'époque, mais je trouve que c'est compliqué de cette idée de couper les liens. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui connaissent pas ce que c'est que ce principe-là de couper les liens? C'est un espèce de protocole en hypnose où on couperait les liens pour laisser la personne partir. Quand on sait que le process de deuil en lui-même se nourrit du lien, tu vois, quand on est dans, par exemple, la période qu'on appelle fuite recherche, on va avoir tendance à porter les vêtements de la personne qui est décédée, on va avoir tendance à essayer de se rappeler de ses parfums, d'écouter les musiques qu'on écoutait avec elle, et ainsi de suite. Quand on est dans cette période-là, euh, comment on peut dire qu'on va couper les liens? Donc c'est une période qui peut être relativement longue, hein, donc pour être tout à fait honnête, et là c'est ce qui m'est arrivé à moi, la période de fuite recherche que j'ai pu vivre avec Lucien, elle a été très très longue. Très très longue. Comment, euh, comment dire qu'on va couper les liens quand il y a cette recherche de lien et que justement, le process de deuil en lui-même, c'est une façon de reconstruire du lien, un lien différent. Tu vois, quand on sait que le lien à l'extérieur, il n'existe plus, il est plus matérialisable, qu'est-ce qui me reste de l'autre? Qu'est-ce qui me reste de l'autre? C'est des échanges, des valeurs, c'est des souvenirs, c'est des sensations, c'est des émotions, c'est des partages, c'est des évolutions, c'est tout ça, hein. Sauf que quand on est en train de rechercher le lien à l'extérieur, on n'arrive plus à se connecter, on ne peut pas se connecter à ce lien à l'intérieur. Je pense que le deuil, c'est vraiment apprivoiser l'absence de l'autre, pas essayer de recréer la présence. Bien dit.
Je, je, je sais pas si c'est bien dit. C'est vraiment ce que je pense, tu vois. Ouais, C'est vraiment ce que je pense. Et ça je fait. trouve que nous, on fait des erreurs dans l'accompagnement pour ça, à vouloir recréer du lien à l'extérieur. Bah, j'avoue que moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui venaient parce qu'ils ont eu de précédents accompagnements dans lesquels on leur a fait couper les liens et qu'en fait, ben, leur deuil n'est pas sainement traversé, quoi. Et que du coup, ben, on recrée ce lien en accompagnement. Alors déjà, on leur a fait couper les liens, ça me heurte les oreilles déjà parce que est-ce que c'était leur demande? Hein. Déjà, intéresse-toi à tes clients ou à tes clientes, première chose. Deuxième chose, si c'est pas leur demande, abstiens-toi. Abstiens-toi. Parce que cette histoire de couper les liens, pour moi, elle est. Alors, il y a plusieurs choses. C'est une question d'ego parce que nous, on aurait envie de soulager l'autre. Et détends-toi, bonhomme, détends-toi, madame, tu n'as pas ce pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de soulager l'autre. Moi, je pars du principe que mon bureau, quand les gens viennent me voir et qu'on est sur un travail autour du deuil, un accompagnement autour du deuil, c'est pas chez moi qu'ils vont régler tout. Ça dépend où ils en sont. Par contre, on va les aider à passer une étape et que mon espace devient leur espace. C'est-à-dire que si c'est un temps pour eux. Si on fait de l'hypnose, on fait de l'hypnose. Si on fait pas d'hypnose, on fait pas d'hypnose. Tu vois. Mais je crois que cette histoire de couper les liens, elle est aussi liée à ce qu'on a envie de vendre de l'hypnose. Et Ouais. c'est problématique, je trouve. Voilà. Alors, je suis pas radical à dire c'est de la merde et tout, parce que je me suis un petit peu apaisé, on va dire, avec ça, Oui, mais il faut voir dans quelles conditions c'est fait. Voilà. ok. Est-ce que c'est laisser l'autre partir, mais garder le meilleur? Voilà, il faut voir comment c'est Hmm. construit aussi. Mais la notion de couper les liens me parle pas du tout. Sauf si c'est la demande de la personne. Ouais, d'où l'importance d'être hyper attentif à la demande. En fait, quand les gens viennent nous voir en séance, la vraie demande, à mon sens, elle est de ne plus souffrir. Ouais. Elle est d'avoir moins mal. Alors là, bon, nos histoires de deuil, de process, tout ça, ils s'en foutent. Ils veulent juste ne plus souffrir, ne plus avoir mal. Et c'est là où on a, nous, une vraie subtilité à avoir, dans le fait qu'on ne peut pas forcément répondre tout de suite à cette demande. Oui, On peut apaiser les choses, on peut faire. Et encore, je pense qu'il faut toujours être très précis sur le oui. cadre de ce qu'on propose et de comment on le propose et de qu'est-ce qu'on propose. Voilà. J'ai Mais trouvé bien, comme tu l'as amené tout à l'heure, de dire que tu crées un espace, que tu ouais, offres un espace, en fait. ouais, tu offres du space, du temps, mais ce qui est d'une certaine façon un peu triste, parce que c'est des espaces du temps qui pourraient aussi avoir avec des proches, mais qu'ils n'ont pas avec des proches. Parce que tout le monde évite le sujet de la mort de l'autre, de ci, de ça. Tout le monde évite ce sujet-là. Euh, J'avais lu sur un forum que c'était bien qu'on vive comme des immortels. Moi, je trouve ça très con, hein, Mm. mais c'est très perso. Tu sais, ça peut basculer très très vite, hein. Tu sors, tu te pètes la gueule, ta vie elle change, hein. Donc, il faut avoir conscience de ça, ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses. Quand est-ce que tu penses qu'il est judicieux de demander de l'aide? C'est-à-dire là, je te parle en tant que personne en Endeuillé? souffrance ou quels sont les signes qui peuvent dire, ben là, ce serait peut-être bien que j'aille voir quelqu'un. Moi, je dirais tout de suite, dès que ça arrive, en fait. Mais c'est pas forcément un hypno, tu vois. Mm. Pas forcément un hypno. Quand on commence à se sentir isolé, quand on commence à se sentir isolé parce que les personnes en deuil, souvent, ils s'isolent beaucoup parce qu'ils veulent pas déranger. Ils ou elles veulent pas déranger. Et ça, ça marque des problématiques ouais, bah, d'isolement, de trucs qui ruminent, de dépression éventuellement, de vécu dépressif. Donc je pense que vraiment, c'est important de pouvoir casser cette spirale-là quand on commence à avoir des angoisses. On commence à avoir des angoisses. Moi, je l'ai pas fait. Ouais, je suis pas du tout un mec angoissé, tu vois, mais j'avais tendance, moi, à me réveiller la nuit, tu sais, en suffocant, dès qu'on en sent le besoin, en fait. Il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Le deuil est un processus qui est solo, de prendre des points d'appui tout au long, ça peut être cool. Tu vois, moi, j'ai des gens qui venaient des fois tous les 2 ou 3 mois, quand ils Oui, avaient envie. Mon espace est leur espace. Donc, ils viennent quand ils veulent. oui, c'est bien de dire qu'il n'y a pas forcément un rythme régulier, que ça peut être adapté, que ça peut être ponctuel. Ouais, ouais. Ça va dépendre en même temps des gens, de là où ils en sont, de plein de choses, Mm. mais moi, je crois que les premiers signes de tristesse, de dépression ou de rumination, de culpabilité, parce que la culpabilité, c'est énorme dans un procès de deuil, euh, sont très présents d'ailleurs. Bah, consulte, va voir quelqu'un, va voir un spécialiste, un ou une spécialiste, quelqu'un qui connaît le sujet. Moi, je sais que j'avais rencontré une psycho qui était complètement conne et que après j'ai été orienté vers un mec qui bosse en médecine légale.
Bon, du coup, il connaît le sujet, hein. En plus, il est d'origine sud-américaine, enfin voilà. Et lui m'a vraiment filé un coup de main à l'époque, vraiment. Ok. Oui, donc peu importe l'outil, mais plutôt la personne qui vraiment connaît son sujet et maîtrise, Quelqu'un quoi. qui connaît son sujet de façon clinique, quelqu'un qui connaît Ouais. son sujet de façon un peu pragmatique, quelqu'un qui va être capable de t'expliquer un process, de te rassurer sur ce qui se passe. On dit putain, quand est-ce que ça finit? Ça fait 6 mois, ça fait un an, j'ai l'impression d'être encore plus mal qu'il y a 3 mois. Bah non, mec, c'est non, meuf, t'es en phase de déstructuration, c'est normal, ok, c'est plutôt sain, on continue, on avance, qu'est-ce qui se passe, comment on peut t'aider, et ainsi de suite. Alors que tu vas avoir machin ou machine avec des process plus ou moins foireux ou je crois qu'on aurait un vrai gain à faire attention à ce qu'on dit des fois. Je trouve que c'est pas évident à expliquer parce que, tu vois, c'est ce truc que tu dis de la personne qui a l'impression de régresser alors que ça fait partie du Ouais, processus. Moi, j'ai beaucoup de clients et de clientes comme ça où c'est ah, mais j'allais mieux, puis là, ça repart. Et j'essaie de leur expliquer, mais souvent, ils veulent pas entendre bah, et ils aiment pas qu'on te dise, bah, c'est normal, il y a telle et telle ils veulent pas phase. entendre, Du bien coup, sûr. comment tu peux amener ça avec respect du rythme de chacun et, tu vois, de pas normaliser ou pas mettre dans des cases. Alors moi, du coup, je leur dis que c'est normal en fait. Je m'emmerde pas la vie. Ok. Je dis c'est normal. Je leur dis bah ouais, c'est normal. Votre cerveau, votre process, il est comme ça. Mais en fait, je leur explique tout de suite, très tôt, Ok. le process, comment ça va se passer. Pourquoi? Parce que à un moment, leur dire, ben voilà, ça va se passer comme ça, comme ça. Il y en a qui vont dire, ah, tu leur fais une suggestion que de toute manière, ça risque très fortement de se passer comme Bah ça. oui. Si ça se passe pas comme ça, tant mieux, tu vois, c'est possible. Mais autant leur expliquer ça. Et puis, quand ça arrive, bah, du coup, ils sont pas surpris, ils disent, ouais, ça me pique. C'est normal. Et du coup, bah, c'est rassurant de savoir qu'ils sont dans une forme de process et que, enfin, ça me semble tellement logique. Faut peut-être que je vois comment je leur explique bien, tu vois, mais ou comment je pourrais le mieux leur expliquer. C'est une bonne question, mais ça me semble tellement logique que à un moment, ça aille moins bien. Tu sais, quand tous les mécanismes de défense ils tombent et que tu Mm. es face à l'absence de l'autre, tu peux enchaîner tous les contacts que tu veux. Dans la réalité, dans le concret, au quotidien, là, tu es avec l'absence de l'autre. Et comment on vit avec l'absence de l'autre? Pour moi, c'est ça, hein, apprendre à vivre avec l'absence de l'autre. Ben, puisqu'on est sur, tu vois, le processus, etc., est-ce qu'il y a des idées reçues en particulier que toi, tu trouves importantes à combattre? Des idées reçues sur le deuil ou sur la manière de réagir? Déjà, oser parler avec les gens endeuillés de la personne qui est morte. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Oser en rire. Des fois, on a fait des vannes avec Anna qui étaient vraiment limite, hein, j'avoue. Je pense que oser parler des gens qui sont plus là, c'est une certaine façon de les garder. J'avais lu un bouquin là-dessus, putain, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le bouquin, il est génial. Et il disait, mais en fait, la place qu'on laisse aux morts dans notre société actuellement, en gros, l'idée c'était, est-ce que vous aimeriez qu'on vous mette au banc d'une société parce que vous êtes mort? Euh, Tu vois, est-ce que vous êtes plus là? Alors du coup, on parle plus de vous, vous avez disparu, tu vois. Euh, Bah non. Bah non, en fait. Non, non, en fait. Tu vois, donc, ne pas mettre les gens qui sont décédés au banc et leur trouver une petite place. Parce que de toute manière, ils en ont une. Ça, c'est la première chose. Essayer d'anticiper tout ce qui est autour de la mort et d'en parler. Tu vois, ça peut passer du don d'organes, ça peut parler du don d'organes à la succession. Tu vois, quand tu es à ton compte, par exemple, c'est cool d'avoir une prévoyance. Quand tu te casses la jambe, tu peux pas aller bosser. Bah là, c'est un peu pareil. Ouais. Autre chose, chez les gens endeuillés, ils ont tendance à prendre tout en colère. C'est-à-dire que quand tu leur dis, oh, il faut temps de passer à autre chose, tu dis de la merde quand tu dis ça à quelqu'un qui est endeuillé. La personne ne peut pas entendre ça. Parce qu'elle, elle peut pas passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est parce que passer à autre chose, ça présuppose oublier. Et moi, je veux pas oublier. Ça, c'est des maladresses qui sont assez violentes pour les gens endeuillés. C'est à éviter, je pense. Leur reprocher de se figer des fois dans la souffrance. Euh, Tu sais, j'ai accompagné une dame, son fils s'était suicidé, c'était assez violent. Il souffrait de bipolarité, elle a rien, elle aurait aimé l'aider, mais elle pouvait pas. Enfin voilà. Et on a mis vraiment du temps à ce que la culpabilité parte un petit peu. Il a fallu qu'elle bosse avec son psychiatre, il a fallu qu'elle. Voilà. Ensuite, il y a une idée reçue qui me semble importante, c'est que l'hypnose n'est pas magique. L'hypnose n'est pas magique. Et qu'on doit s'entourer, nous, de gens compétents autour de nous. Des psychiatres, des assistantes sociales, des assistants sociaux, des travailleurs sociaux, parce que ben, s'il y a une succession à gérer parce que monsieur est tout seul et que c'est une petite mamie se retrouve toute seule avec une maison à gérer qu'elle sait pas faire et que ça devient compliqué pour elle, on doit être capable d'orienter les gens et de les accompagner, pas juste émotionnellement.
Oui, il y a aussi le matériel, en effet. Bah, bien sûr, mais bien sûr, c'est évident. En fait, il y a le matériel, il y a l'aspect social. Où est-ce que tu en es socialement? Ouais. Où est ta vie sociale? Autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, de structures qui font un super travail bénévolement d'accueil de groupe de parole. Tu vois, je pense à Jonathan Pierre Vivante, je pense au Point Rose, notamment pour les parents. C'est des associations qui font un super boulot. Peu importe la connotation spirituelle qu'il y a derrière, c'est des associations solides qui font un super travail. Se retrouver à échanger avec des gens qui ont vécu la même chose, ça rompt un peu la solitude. Autre chose, et là, je sais pas si c'est spécifique aux parents, mais quand t'as pas eu ton enfant ou ton conjoint ou ton épouse, t'as l'impression que t'es un peu pestiféré, Oui. comme si t'étais un peu comme si t'étais contagieux. Donc si les écosystèmes peuvent, quand je parle des écosystèmes, c'est les amis, les copains, tout ça, la famille peuvent éviter ça serait cool. Voilà. Et puis soyez pas surpris si les gens endeuillés sont en colère. Des fois, voilà, ça claque. Mais c'est comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner soit aux personnes qui traversent un deuil ou soit aux proches? Je pense que tu en as un peu pour les deux. N'ayez pas peur de souffrir, parce que ce qu'il y a après, c'est chouette. Quand tu dis n'ayez pas peur de souffrir, ça veut dire n'ayez pas peur de vous confronter un peu à cette souffrance, c'est ça? Ouais, ouais. J'ai l'air malin à dire ça, Hmm. mais, mais avec le recul, voilà, je pense que. Ouais. Euh, Faites attention aux promesses. Faites attention aux promesses un peu trop faciles. Entourez-vous de gens solides. Entourez-vous de gens solides. De toute manière, il y a un tri qui se fait. Il y a un tri qui se fait et vous allez avoir de belles surprises et de grosses déceptions dans votre entourage. Donc, laissez faire le process. Laissez faire le process. De toute manière, le process de deuil est fabuleux parce que t'es obligé d'être à ton écoute. T'es obligé à un moment de faire une pause, de marquer un arrêt. Parlez-en au travail, soyez clair au travail et renseignez-vous bien sur vos droits. C'est là où c'est important. Renseignez-vous bien Ouais. sur vos droits. Vous devez savoir que euh, un- vous avez le droit à tant de jours pour un arrêt, vous avez le droit à tant de jours pour telle situation, vous avez le droit à telle prise en charge, et ainsi de suite. Parce que sinon, on pourra vous reprocher éventuellement d'être moins performant, mais c'est normal. C'est Oui. normal parce que quand on est en deuil, notre esprit il est en train de réparer un truc. Il peut pas être en train de savoir cette grille comptable, comment elle fonctionne, combien on a de chiffre d'affaires. Forcément, on est moins performant. Forcément, on est moins performant. Vous allez être moins performant pendant un temps, c'est pas grave. Donc, acceptez tout ça et dealez avec tout ça. C'est cool. Pour l'entourage, et là, je reviens aux travaux de Christophe Forêt, vraiment, j'ai beaucoup aimé ces travaux. C'est prendre le temps de parler de qui t'a perdu, comment ça s'est passé, où est-ce que t'en es. Ouais, c'est trois questions qui sont juste faciles à poser. Et si la personne ne veut pas répondre, ben, elle ne répond pas. Mais de temps en temps, tendre Ouais. la perche, tu vois. Tendre Ouais. la perche. Surtout quand ça fait longtemps. On a une espèce, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais de deuil social. Il y a un temps où on se dit, ouais, c'est normal. 15 jours, 3 semaines, il y a le championnat du monde, ce que moi j'appelle le championnat du monde des amis. T'es invité partout, machin. Et au bout de un mois, 2 mois, rideau. Et c'est à ce moment-là que ça devient le plus difficile, tu vois. Donc, essayez d'entretenir les choses ouais, vraiment le lien avec les autres aller voir des gens qui ont vécu la même chose que vous. Ça, c'est pas toujours facile, hein, pour C'est- certaines personnes d'aller partager, d'aller entendre aussi la souffrance des autres. Ah, C'est pas toujours ça simple, hein. pique. Ça pique. C'est quoi pour la petite histoire, comme moi, la première fois que je suis allé Jonathan Pierre Vivante, euh, j'étais en mode spectacle. Parle vite bien avec les gens, je suis habitué, blablabla, 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 Mm. blablabla. Et du coup, c'était pas du tout le bon tempo, quoi. C'était pas du tout la bonne façon d'être. À un moment, quand tu t'arrêtes et que t'écoutes les gens, tu fais waouh, ils ont morflé aussi. Ils ont morflé aussi. Et il y a beaucoup d'échos. Il y a beaucoup d'échos à ça. Autre chose que j'ai envie de dire aux accompagnants qui vont écouter ce podcast, s'ils ont qu'un truc à retenir, c'est ça. C'est si vous vous lancez là-dedans, attendez-vous à dérouiller un peu. Et si vous vous lancez un peu comme moi, je l'ai fait, tu sais, en mode combat, accompagnement, lutte et machin, attendez-vous à dérouiller encore parce que c'est la souffrance de l'autre, elle va vous ramener à la vôtre, et, inévitablement. C'est violent des fois. C'est violent des fois. Donc, euh, donc voilà, faites-vous superviser, tout ça. Parce que c'est l'histoire de traumatisme vicariant, des choses comme ça qui sont à. Il faut y faire attention. On peut partir avec tu sais, une bille en tête, c'est la guerre, accompagnons les gens, tout ça, Oui. mais on ne doit pas non plus trop payer la note de ça. Tu vois, Anna m'a dit, selon elle,
enfin, elle pense que quand tu as vécu quelque chose, tu es un meilleur accompagnant. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir vécu une chose pour bien l'accompagner ou qu'au contraire, ça peut créer de la difficulté? Alors, déjà, ça dépend quoi. Si on parle de tabac, ça peut être une bonne chose, même si ma façon d'arrêter de fumer n'a pas été la même que les gens avec qui j'ai accompagné, et ainsi de suite. Donc, quand on parle de deuil à proprement parler, on a, on va tous vivre un deuil, on a tous vécu un deuil à un moment ou à un autre, donc c'est une expérience qu'on connaît. La question, c'est à quel point cette expérience, elle nous a blessés. Et où est-ce qu'on en est, nous, de cette blessure? Quel travail on a fait là-dessus? Quelle recherche on a fait là-dessus? Quel contenu on a là-dessus? Et quel recul on peut avoir là-dessus? Alors, je suis désolé, j'ai pas de réponse claire et précise. Je pense que oui, c'est bien. Cependant, c'est pas une vérité. C'est vraiment pas une vérité. Parce que, parce que des fois, bah, la clinique, c'est la clinique, le process, c'est le process. Enfin, voilà, ça nous dépasse. Oui. On a quand même notre cuidant, nous, hypno, mais de ouf de se dire, on va apaiser ou accélérer un process qui est naturel et qui est là depuis des millions d'années, qui était là avant nous, qui sera là après nous. Et nous, on dit, oh, t'inquiète, 2 séances, c'est réglé. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des choses qui se font, qui sont intéressantes, oui, 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 oui. Mais ça, je trouve ça une position tellement prétentieuse Mm. que ça puisse apaiser les gens. J'entends, hein, tu vois, vraiment, c'est cool, tu vois, mais on devient bien placé quand on a fait du chemin. Quand on a fait... Et moi, je pense, que c'est une erreur que j'ai faite, hein. Je suis très vite rentré dans le combat, tu vois. Ouais. Et fais d'abord, je m'occupe de ma gueule. Mm. Après, ça aurait été vraiment pertinent. Mm. Mais c'était un peu, ouais, après, enfin, là, Mais à je coup dévie un pas. peu du sujet, mais c'était un peu ta façon à toi de t'armer, en fait. C'était à ma façon à moi de faire courage fuyons, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Courage fuyons, tu vois. De toute manière, moi, j'étais dans la gestion de ce qui se passe au quotidien. J'étais à mon compte, je ne pouvais pas arrêter. Donc voilà, courage fuyons, quoi. Je me suis investi corps et âme là-dedans. À tort, tu vois, à tort. Et c'est un moment où je me suis fait recadrer, quoi. La vie m'a recadré, hein. Et c'est très bien. C'est ce que tu disais tout à l'heure, que le processus, de toute façon, t'oblige à regarder les choses en face. Ouais, 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 ouais. C'est sans pitié, hein. C'est Mm. sans pitié. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Ok. Je vais t'emmener sur ton sujet d'agacement. Que penses-tu, tu sais, des contacts avec les défunts et de la manière dont ça peut être fait parfois? Toi, tu me cherches, hein. Ouais. Ce que j'en pense, je pense que c'est quelque chose qui mérite de la clarté, déjà. Tu vois, il y a des bouquins qui sont sortis qui parlent de phénoménologie, par exemple. De style, la phénoménologie prouve que c'est faux. La phénoménologie n'est pas une science. Voilà. J'ai beau chercher, alors on me dira c'est les algorithmes éventuellement qui me donnent que les contenus que j'ai envie de lire, mais pour l'instant, c'est pas une science. C'est pas parce que des choses ont été observées qu'elles sont réelles. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a plein de phénomènes qui s'expliquent. Bon, on va voir dans les détails. Après, moi, l'histoire du contact défunt, je trouve ça cool. Je trouve ça sympa. Tu vois, par exemple, quand tu as une période de fuite recherche, et tu sens que la personne, elle te dit, par exemple, comme je l'ai dans la formation qu'on a fait sur le deuil, il y a une formation avec un mec qui s'appelle Stéphane, entre guillemets, parce qu'il s'appelle pas Stéphane, et où il me dit clairement en séance, ouais, moi, je veux pas voir les photos, j'ai tout rangé, blablabla, blablabla. Du coup, là, pendant la séance, ça peut être sympa, je trouve, d'avoir un contact avec, un espèce de contact défunt avec la personne. Mais il faut que ça soit fait de façon très claire, en fait. C'est pas un contact défunt, c'est une hallucination. C'est un cadre à poser. En tout cas, c'est comme ça que moi je le fais. Je Oui. pose un cadre. Tu vois, et il y a des choses très apaisantes et des choses très bien qui se font. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est quand on laisse un espèce de flou là-dessus. On dit c'est bah, une expérience et machin. Ok, c'est une expérience. Sauf que cette expérience-là, si elle nourrit une croyance, une volonté de contact, une volonté d'entretenir du lien et tout, il y a toute une chienne médium, plus ou moins des connards ou des connasses. Il y a peut-être des gens qui ont des pouvoirs. Ok, il y a peut-être des gens qui ont cette capacité à, pas de problème, aucun souci avec ça. Mais c'est absolument pas prouvé. Et on expose finalement nos consultants, nos consultantes à ces gens-là. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que c'est des gens qui sont fragiles. Nos consultants, nos consultantes sont fragiles. Je vais te raconter une histoire, mais peut-être que tu la connais. Moi, j'ai été démarché dans mon cabinet.
Il y a des gens qui sont des meufs qui sont venus sous prétexte de séance, tu vois, pour, ben, quoi, j'en sais rien, mais pour des histoires de thunes. J'ai été démarché par courrier, j'ai été démarché une paire de fois par des pseudo-médiums, et ainsi de suite. Et je te promets que moi, je suis solide, hein, mais quand on me dit tu peux avoir des nouvelles d'un de tes enfants, tu sors le chéquier tout de suite, tu vois, tu sors le Ouais. chéquier. Ça va que je suis avec Anna et que je l'ai appelé direct. Après, j'ai annulé toutes mes séances dans la journée. Je l'ai appelé direct. Elle m'a dit, attends, qu'est-ce qui est vérifiable, qu'est-ce qui est pas vérifiable? En fait, tout était vérifiable dans ce qu'on m'a dit. Sauf qu'à ce moment-là, tu es une durite, tu vois. Et j'ai eu pendant longtemps comme ça, trois, quatre personnes qui venaient, qui me contactaient régulièrement, tu vois, pour m'embarquer dans un endroit qui n'avait plus rien à voir avec le lycée des enfants. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça parce que nous, on a forcément une posture d'autorité. Et cette posture d'autorité, on doit y faire attention. Euh, voilà, donc moi, dans mes propos, je fais toujours très attention à ce que je dis. Et je trouve que il serait intéressant que les postures d'autorité fassent attention à ce qu'elles disent parce que on expose les gens qui viennent nous voir à des situations compliquées. Et on ne le saura pas forcément. Parce que c'est des gens mal intentionnés peuvent prendre le relais en proposant plus de contacts, plus de présence, plus de ceci, plus de cela. À mon sens, traverser un deuil, c'est apprendre à vivre avec l'absence. Du coup, quand tu parles de clarté, tu parles de deux choses. Tu parles à la fois de la clarté quand toi, tu fais un contact, t'expliques bien le cadre, que c'est une Ouais, hallucination, que c'est une manière, voilà, de renouer avec peut-être des souvenirs, des sensations, etc. Et puis aussi la clarté, peut-être faire une sorte de prévention, de leur ouais, dire, bah, n'allez pas voir n'importe qui, vous pouvez tomber sur des personnes mal intentionnées, c'est bien ça? sûr. Mais bien sûr. On a un flou artistique. Enfin, moi, ça me met en colère quand je vois qu'il y a des mecs qui remplissent des salles de spectacle en faisant du cold reading, où les gens vont payer leur place 100, 120 balles, tu vois, et ils se font débunker par Clément Fraise, et le mec remplit de salles de spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus sur l'accompagnement du deuil, on est sur une boîte de production qui fait du blé. Pas de problème. Il y a des gens qui payent, pas de problème. C'est un business, c'est OK. Mais on est quand même on est encore en train de faire un paquet de blé sur la souffrance des gens. Mais comme n'importe quel thérapeute, tu me diras. Faut être honnête, on fait du blé sur la souffrance des gens. Euh, Sauf que là, moi, ça me pose problème. Qu'est-ce que tu fais de la personne qui vient, qui a payé 120 balles sa place ou 50 balles sa place et qui a pas de contact avec le défunt? Surtout que le discours, il est toujours le même, hein. Ah, j'ai un message pour vous. Ah, Paulette, Simone? Ah, Simone, oui, Simone, très bien, très bien, très bien. Simone, ah, tout va bien, tout va bien, tout va bien, elle vous aime. Il faut que vous continuez à vivre. En gros, c'est ça le message à chaque fois, hein. Ça m'attriste en même temps, hein. C'est comme ça. Et après, ils ont raison, hein. Ils remplissent des salles. Tant mieux pour eux. Mais je pense qu'il faut toujours faire très attention. C'est quoi un vrai médium? C'est quoi un faux médium? C'est quoi? Moi, je sais pas évaluer ça. D'ailleurs, si tu regardes bien toutes les expériences il y a un truc, une expérience qui a été menée pendant, je crois, 15 ans, 20 ans, où il disait, bon, ben voilà, si vous arrivez à nous prouver que vous avez du magnétisme, un contact défunt, machin, ceci, cela, nanana, nanana, on vous file 300 000 euros, je crois. Même qu'à l'époque, je crois que c'était en francs, tout. Et, dedans, il y avait un magicien, il y avait des scientifiques. Et à chaque fois, les mecs se sont fait démonter. Il y a jamais personne. Il y avait des gens de bonne foi en plus, hein. Mais voilà. Après, on peut pas prouver que l'invisible n'existe pas. Donc, c'est à ceux qui disent que ça existe de prouver que ça existe. Pour l'instant, il y a sûrement des études qui existent là-dessus, hein, sur la quantité de la conscience, sur si ça. Il y a des choses qui existent là-dessus. Après, il y a tout et son contraire, tu vois. Donc, ayons un peu un esprit critique. Tu vois, on a fait la rencontre de l'esprit critique à Toulouse, là. Oui. Extrêmement intéressant. On avait un truc sur la communication animale. Les animaux font souvent partie de la famille, tu vois. Et ils ont monté une étude sur, ils avaient soit un chien, un chat, soit un cheval, soit les trois, et ils demandaient à des gens qui ont des capacités de communication animale de dire si ces animaux étaient morts ou vivants, juste avec la photo, tu sais. Les études montrent qu'ils avaient raison à peu près autant que quand tu joues à pile ou face. Ok. C'est-à-dire que les deux courbes étaient quasiment similaires. Tu vois. Et là, tu as pirouette cacahuète. Les gens qui font la communication animale disent oui, mais vous savez, les animaux, la mort, la vie, ça savent pas trop quand on a une âme. Bon, bon. Ah oui, ok. Il y a ça, il y a ça, donc tu retombes toujours sur tes pattes, hein. Et puis il y a tout ce qui est lié à l'effet Barnum aussi. Tu vois, tu balances des grandes généralités, et genre, ah ouais, ça me ressemble, ah, c'est général. Ouais. Ah oui, ça me parle aussi, ah, c'est génial. Il faut faire vraiment très attention à ça. Et je pense qu'on a une mission de protéger les gens en deuil.
Une mission, c'est un peu fort. Oui, Mais c'est partie de de nos nos attributs. prérogatives, de nos devoirs. Ouais, 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 ouais. En tout cas, qu'est-ce qu'on dirait, qu'est-ce qu'on ferait si c'était un de nos proches qui était dans une situation comme ça? Ouais. Est-ce qu'on laisserait faire? Est-ce qu'on se révolterait? Je sais pas. T'as un côté dedans dans cette spiritualité où la spiritualité devient intolérante avec la démarche scientifique ou avec la démarche rationnelle. Tu vois? C'est t'es matérialiste, tu comprends rien. Non, moi, je veux juste comprendre. Moi, je veux juste qu'on me montre que je suis d'accord après. C'est cool. Et si ça fait du bien à des gens, c'est très bien. Il faut juste qu'on fasse attention et qu'on protège les gens qui viennent nous voir. C'est une espèce de, je sais pas, ça me semble logique d'avoir cette espèce de devoir moral, tu vois, de faire Mhm. attention à ça. Et vraiment, c'est ouf cet argument du si tu comprends pas, c'est que t'es pas prêt. C'est un argument sectaire en fait. C'est un argument sectaire. Je suis pas hyper intelligent, hein, mais à un moment, quand tu me dis que 1 + 1, ça fait 2, j'arrive à comprendre. Hein, tu vois, donc je trouve que c'est détour énorme vers la spiritualité est intéressant parce que je pense qu'on manque de spiritualité, mais ça doit pas être le lieu du tout et de n'importe quoi. Mhm. On doit vraiment faire attention à ça. Encore une fois, dans l'intérêt de nos consultants, moi, je me tamponne, hein, tu vois. Et je pense que ça serait bien qu'on arrête de dire que le milieu de l'hypnose doit être légiféré et encadré. Il faut arrêter de débattre là-dessus comme des crétins, là, sur hypnose, sur des groupes à n'importe quoi, à se raconter des conneries, et que les gens le fassent. Moi, je suis prêt à fermer ma boutique. C'est pas un problème. Parce que, à un moment, ça doit être fait dans l'intérêt des gens. Les fortunes que certaines personnes lâchent pour ne pas souffrir un petit peu ou pour se soulager un petit peu, tu vois, alors que, bah non, viens, on va souffrir ensemble, on va traverser ça ensemble, tu vois, viens, on Mhm. fait équipe, quoi. J'aime bien cette idée de faire équipe. Viens, ouais, on se mouille ensemble, quoi. T'es programmé pour traverser ça, tu sais très bien faire. Arrête de croire que t'es fragile. C'est intéressant ce que tu dis sur la responsabilité individuelle de l'accompagnant. C'est ce que disait Manu Winter aussi dans un de ses derniers podcasts Ouais. par rapport Comme, au fait de légiférer sur les métiers de l'hypnose et tout. Lui, il dit comme toi, il dit que ben, ce qui est important, c'est que chacun regarde ce qu'il fait lui à son niveau en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit une force extérieure ou un truc global ou fait par l'État. C'est toi, regarde si tu es propre dans ce que tu fais et fais ton cadre de manière éthique, quoi. ouais. Alors, pour le coup, je suis d'accord avec Manu. Cependant, et en même temps, Ouais. euh, et en même temps, on a des vraies lacunes de formation. Enfin, voilà, Ouais. faut pas se leurrer, il faut pas se mentir. Moi, à mes débuts, je pense que j'ai vraiment fait de la merde. On a des vraies lacunes de notions, de c'est un transfert, un contre-transfert, des démarches scientifiques, tu vois, Mm. de la clinique, voilà, on a des vraies lacunes. On a des vraies lacunes. Et, euh, et c'est paradoxal parce que tu as l'impression que les psychos sont débordés et que du coup, c'est cool que des hypnos ou d'autres structures, d'autres approches peuvent prendre en charge des choses. Bah oui. Et en même temps, c'est pas complètement cool parce que à un moment, il y a la nature humaine là-dedans. Il y a du blé, il y a des choses, et du Ouais. pouvoir. Donc, légiférer, ce serait pas con non plus. Mais après, comment, pourquoi? C'est vrai que moi, je m'en tamponne un peu. C'est pas. Ouais, puis je suis pas sûre que tu sois certain qu'il y ait une bonne éthique aussi, même dans le milieu psycho, hein, parce que là aussi, tu peux trouver tout et n'importe quoi, Ouais, alors que c'est ouais, plus ouais. cadré, tu vois. Ouais, c'est pas. C'est éventuel. C'est d'abord un discours avec soi-même, tu vois. C'est d'abord Ouais. une éthique avec soi-même, tu vois. Avec, mais l'entourage est super important, hein. Ouais, moi, depuis que je connais Anna, j'ai remis plein de choses sur la table, tu vois, de ma Ouais. pratique, notamment, tu vois, quand on parle de consentement. Où avant, je prenais les gens, je prenais la main des gens, je m'en foutais, tu vois, j'avais même pas conscience, en fait, tu vois. Qu'il y a des gens que ça pouvait déranger, tu vois. Ah, et catalepsie, la main claque, on y va, la main se rapproche, rupture paterne. Euh, ah, t'es con, François. Tu vois. Ouais. Non, bah non, 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 tu demandes. Ah, c'est relou de demander. Non, c'est pas relou de demander à chaque fois. Et au pire, la personne, elle va te dire, allez-y, je m'en fous, vous pouvez me prendre la main, ça me pose pas de problème. À ce moment-là, c'est posé, c'est ok, c'est consenti, tu vois, mais il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le toucher, quoi. Tu vois, à l'époque où elle sort ce podcast, elle s'attendait à prendre quelques sauts de merde. Elle a pris quelques sauts de merde quand même, hein, faut le dire. Mais elle a raison sur le podcast. Elle a raison sur le podcast. Moi, je me rappelle, enfin, j'ai des clientes qui étaient venues sur ou des choses plus ou moins pas cool, tu vois. Quand je leur demande l'autorisation de leur prendre la main, elle me remercie en fait, tu vois. Waouh, c'est bizarre quand même, tu vois, qu'une meuf me remercie parce que je lui demande si je peux lui prendre la main pour faire une catalepsie. Je vais rebondir sur le consentement.
Ouais, Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut faire surgir des problématiques auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. c'est-à-dire. Et ben, par exemple, une personne qui va être gênée ou, comme tu l'as dit, une personne qui va être hyper reconnaissante, bah, ça va elle-même la faire cheminer sur, bah tiens, c'est vrai qu'on m'avait jamais demandé. Ouais, Tu vois, ouais, ça amène ouais, complètement. de la Complètement. matière, quoi. Mm. Et ça crée du lien en plus. Ça Ouais. crée un lien de une forme de respect qui est cool, tu vois. Même si, par exemple, je suis très à l'aise avec le toucher, c'est pas un problème pour moi. Il y a des gens Oui, pour qui ça peut l'être. Donc, c'est vrai. autant prendre ça en considération. Donc, ce que tu disais, c'est que c'est important d'avoir de l'échange avec des collègues, des personnes. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, l'accompagnement pour soi, la supervision, tout ça, quoi. Ouais, moi, je pense que j'en ai manqué à un moment. Ici, avec François, nous avons fait quelques digressions que nous avons décidé de couper au montage. En gros, nous avions parlé de l'importance de s'écouter lorsqu'on est un accompagnant, de s'aménager des pauses, d'être capable de prendre du repos si nécessaire, pour finalement revenir au sujet de l'importance d'avoir une éthique sans faille, en particulier lorsqu'on a une posture d'autorité. Et attention aux postures d'autorité. Tu vois, ouais, j'étais sur je vais pas faire de la pub pour ce mec parce que j'ai pas de respect pour lui. C'est un mec qui est très connu dans le milieu du deuil, des contacts défunts, tout ça. Et je lui pose une question. Ouais, ouais, comment vous prenez ça? Comment vous faites ci? Comment vous faites ça? Nanana. Il me dit, écoutez, moi j'ai écrit un bouquin de 200 pages. Je dis, ouais, bah ouais, mais moi j'ai lu des oui-oui aussi, hein. Tu vois, moi j'ai lu plein de oui-oui, hein. Il y a plein de messages dans les oui-oui. Et les oui-oui, c'est super intéressant, tu vois. C'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pense. Parce que c'est la direction des enfants, donc on leur fait passer des messages. Écrire un bouquin de 200 pages, ça veut rien dire. Moi, je peux écrire un bouquin de 200 pages sur la reproduction des hippocampes en Amérique du Sud. Ça veut pas dire que j'y connaisse quelque chose. Ouais, c'est parce que tu as écrit 2, 3, 4, 10 bouquins, 20 bouquins, plus ou moins intelligents, plus ou moins sourcés, que tu es crédible. Voilà. Ou qu'il faut t'écouter plus que les autres. Pardon. Oui, c'est ça, cette posture d'autorité te donne un devoir quand même d'honnêteté et puis de... Ouais, de prouver tes propos. Ouais. De prouver tes propos. Et encore une fois, la phénoménologie n'est pas une science. Prends les bouquins de Stéphane Alix, quoi. Il y a un bouquin qui s'appelle Le Test. Tu prends ce bouquin, il a été démonté par G. Milgram. Ça se passe comme ça. Stéphane Alix est invité d'une émission de télé pour parler de son bouquin. Et il y a un truc dans cette émission de télé, il y a un mec qui parle des animaux. Il est hyper connu, tu vois, c'est un dresseur de chiens, tout ça, qui est hyper connu, un éducateur canin hyper connu. Et France 3 a coupé le passage de ce dresseur de chiens. Pourquoi? Parce que lui, il invite justement, il dit, bah attends Stéphane Alix, moi j'aime pas trop tes propos, du coup, on va mettre de l'esprit critique là-dedans. Mhm. On va pondérer les trucs autour de la communication animale, les choses comme ça. En plus, c'est à l'époque où l'étude de Richard Monvoisin était sortie, tu vois, sur la communication animale. Et ils ont coupé ça au montage. Du coup, le mec contacte Milgram, il lui en parle, et du coup, Milgram, il prend le bouquin de Stéphane Alix, et il dit, bon ben voilà, on va lire le bouquin. En fait, les 5 médiums qu'il va avoir pour faire le test, alors le test, c'était simple, il avait mis des objets dans le cercueil de son père, et si les médiums étaient capables de retrouver les objets, c'est que c'était des médiums. Donc, il n'y en a pas un qui a rempli les tests, hein, mais quand même, ils s'en sortent pas mal, hein, Mais en fait, c'est blanc ou c'est noir, tu réussis ou tu réussis pas. C'est ou tu as une info claire, précise de ce que c'est, ou tu sais pas. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment on voit ce qu'on a envie de voir et on croit ce qu'on a envie de croire. Ce bouquin n'est absolument pas une référence. Il se vend comme étant quelqu'un avec une rigueur scientifique. Pourquoi pas? Moi, la rigueur scientifique, c'est des milliers de personnes, c'est des Ouais, process, c'est des études qui vont essayer de contredire ce que tu es en train c'est ça. voilà, c'est pas juste, oh, je balance un test comme ça. C'est souvent ce que les gens reprochent aux sciences, en fait, c'est de dire, ah, mais vous disiez ça, puis vous avez changé d'avis. Bah oui, c'est ça l'attitude scientifique. C'est de dire Ah une oui, chose est vraie jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, quoi. c'est ça, Mm. c'est ça. Et tu vois, quand on parle de la spiritualité, quoi, il y a 15 jours, je reviens ici sur les forums, juste comme ça, tu vois, j'aime bien poser des questions. Il y a une dame qui dit, il faut avoir fait preuve d'un amour infini pour l'autre pour avoir accès à ce monde invisible. Elle me dit ça à moi. Ok. Moi, bah, ok. Donc, tu es en train de me dire que moi, vu que j'ai pas de contact avec mes enfants, je les ai pas assez aimés. Tu imagines le niveau de culpabilité que Ouais. tu injectes chez la personne en face de toi? Mais c'est juste dégueulasse. Ouais, c'est hyper violent. Je trouve ça C'est juste hyper violent. dégueulasse. C'est vrai que moi, j'ai le recul, tu vois. Ouais. Mais quelqu'un qui est dans son process, qui souffre, mais c'est juste dégueulasse de dire ça. Mais tu te prends pour qui?
Alors après, tu as des excuses. Oui, je suis désolé, je voulais pas vous blesser et tout. Nanana, nanana, nanana. C'est pas la question, en fait. Je m'en bats les couilles. Moi, tu m'as pas blessé. Mm. Mais tu peux blesser violemment quelqu'un qui va être là à attendre une plume qui tombe par terre, qui attend des signes de tout et de n'importe quoi, et qui de toute manière t'ouvre un signe forcément. C'est là où je trouve que la spiritualité sous les airs d'ouverture est très fermée finalement. C'est soit t'es d'accord, soit t'es un con. Bon, je suis un con. C'est pas grave. Ça te va. Qu'est-ce que tu penses que l'hypnose en particulier peut apporter dans l'accompagnement du deuil? Bah, tu as déjà un petit peu répondu à cette question, mais je te la repose de manière formelle. Alors je pense que l'hypnose, elle peut amener du lien ou de l'apaisement, notamment dans la phase de fuite recherche là. Ok. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant quand la personne elle cherche à fuir, tu sais, à éviter ses émotions, bah, le fait de la remettre en contact avec la personne qui est décédée, c'est chouette. Et puis ça permet de traverser les émotions. Et ça permet à mon sens, de soulager et de préparer la séquence d'après qui doit être normalement en déstructuration. Ok. Donc, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant dans ce domaine-là. Ça peut permettre ouais, d'apaiser des souffrances, ça peut permettre ouais, d'entretenir du lien. Et ça, c'est cool. Quand tu es dans la phase de déstructuration, notamment, ça peut te permettre d'aller voir quelles sont les démarches symboliques qu'il y a derrière tout ça, tu vois. Tu peux très bien te dire, ben, moi, en fait, comment vous voyez cette phase de déstructuration? Qu'est-ce que vous en percevez? Ben, pour moi, c'est comme une ville en ruine. OK, on va commencer à reconstruire. Par quoi on commence? Est-ce qu'on évacue? Qu'est-ce qu'on garde? Tu vois, et tu peux comme ça amener des choses intéressantes, je trouve, avec l'hypnose. Mais l'hypnose n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Oui. L'hypnose n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Il faut arrêter de vendre la magie de l'hypnose. Tu vois. Quand tu dis que la transe est curative en elle-même, ouais. Je pense que dans la période d'impact, l'hypnose est pas hyper intéressante. C'est On peut-être avait, plus des moments où tu seras dans la discussion que dans l'hypnose, en fait. ouais, Ouais, ok. dans le lien. Ouais. Dans le lien. En même temps, on reçoit les gens rarement dans la période d'impact. Tu vois. Oui, La oui. période d'impact, c'est une période très subtile où tu as, au décès de Louise, la psy avait été extrêmement forte. Au début, je me disais, c'est quoi cette petite conne là, pour qu'elle se prend, tu vois. Je fallait bien que je sois en colère après quelqu'un. Ouais. Mais elle avait été très très forte dans parlez-moi d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle est arrivée, elle débarquait pas, tu vois. Il Mm. l'a appelé. Puis le cadeau empoisonné, tu vois. T'es psy, tu débarques. T'as un couple, Mm. ils ont leur bébé, il est bleu comme un schtroumpf, tu vois, et il est froid, et elle, tiens, vas-y, gère. Ouais. C'est chaud, Ouais. c'est chaud. Et je trouve qu'elle avait plutôt très bien géré, une vraie bienveillance, du questionnement, une façon de s'entretenir le lien, tu vois, je l'avais trouvé chouette. Pardon, je me disperse. Qu'est-ce que l'hypnose peut apporter là-dedans? Et tu peux, ça peut être super intéressant pour passer d'une phase à l'autre, tu sais, dans le fait d'intégrer que tu vas pas oublier l'autre, de lui trouver une Ouais. place, tu vois. Souvent, je dis aux gens, mais où est-ce que vous rangez cette personne? Où est-ce qu'elle est? Tu vois? Bon, alors ils disent, ouais, dans mon cœur, ici, ils te disent rarement dans les doigts de pied. Mm. Mais pareil, ça peut être cool, tu vois. Ça peut être Ouais. cool. Euh, il y a plein de choses à faire, en fait. Mais je pense que la plupart des choses, en fait, c'est de se demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça que c'est important de demander aux gens ce qu'ils ont envie de faire. Et quel lien ils avaient avec cette personne-là. Exact. À partir de ses propres représentations, mais vraiment être à l'écoute. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais, ouais. Et c'est pas facile, hein. C'est un inconvénient, tu vois, quand tu as vécu ça et que tu penses que tes représentations, elles vont aider l'autre. C'est faux. Mm. C'est faux. Mais mes représentations euh, spirituelles de tout ça ne peuvent pas forcément aider l'autre si l'autre a un mécanisme différent, des croyances différentes. Je vais te poser une question plus sur toi, ta pratique. Ouais. Peut-être que sur le deuil ou bien dans ta pratique en général. Qu'est-ce qui a évolué dans ta manière de fonctionner, dans ta manière d'accompagner entre tes débuts et maintenant? C'est marrant, c'est un article que je viens de faire. Il doit être en relecture là, normalement. Ok. Et du coup, l'article il parle de quand j'ai commencé à accompagner, parce que moi j'ai commencé à accompagner beaucoup autour du tabac, et j'ai pas eu de bol parce que ça a tout de suite bien pris. Et j'étais en plein effet de Denis Kruger, tu vois, et j'étais un petit con. Mais j'étais con. Et j'ai cherché longtemps le truc pour avoir 95% d'arrêt du tabac et tout, tu vois. J'ai lâché du blé à plus savoir qu'en faire. Ça parce que je voulais entretenir du pouvoir chez moi. Hmm. Je voulais avoir le pouvoir d'aider les autres, tu vois. Parce que d'une prétention sans nom. Mhm.
Et je pense que c'est quelque chose qui a changé. Je sais que je peux pas aider les autres. Je peux juste leur ouvrir un espace, partager un outil. Je crois que c'est quelque chose qui a changé, cette recherche de pouvoir. Le décès de Louise et Lucien m'a aussi bien mis face à l'impuissance. C'est extrêmement dur quand tu vois la personne que t'aimes ou une personne que t'aimes en train de mourir et que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. T'es, t'es juste un hypno à la con. T'es un hypno à la con qui peut rien faire. Et de toute manière, tu pourrais faire tout ce que tu veux, même les médecins qui sont censés savoir, ils savent pas. Donc je trouve que ça recadre assez fort sur le fait qu'on peut pas faire grand-chose finalement et que on peut juste donner le meilleur, partager des outils, et puis des fois on est la bonne personne, c'est cool. Et puis des fois, ils vont évoluer ils vont changer vraiment avec une autre personne. On aura juste fait partie d'un process. Quand les gens, au début, ont arrêté de fumer chez moi, et que je trouvais ça trop. Il y a un mec qui m'a dit quand même, tu crois que tu peux tenir le 100%? Je fais ouais, facile. Mais quel connard. Quel connard. Hmm. Mais quel connard. Mais c'est vraiment quelque chose qui a évolué chez moi, ça, je pense. Tu vois. Et toutes les notions autour des violences que j'ai pu avoir finalement des fois avec les gens sans m'en rendre compte. Ce qui Hmm. n'excuse rien, tu vois. Ouais. Ça n'excuse rien, j'avais qu'à me documenter, j'avais qu'à être plus au fait de tout ça. Mais pour le coup, le fait de vivre avec Anna ou de m'intéresser à ce que fait Marie, tu vois, Marie-Liselle, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait évoluer dans ma pratique. Je pense que j'ai une démarche plus terre à terre, plus pragmatique, mais pas moins émotionnelle ou spirituelle, tu vois. Ouais. Pour info, quand Louise est décédée, quelques mois après, je me barre dans un temple bouddhiste. Ok. Je suis dans une recherche vraiment de quelque chose qui m'apaise, tu vois. Ouais. Et le lama qui m'accueille, il me dit, vous êtes égoïste, vous retenez votre fille. Bah, mec, ça va que t'as 60 ans, quoi. Sinon, tu prends une baffe, quoi. Tu te prends pour qui pour me dire ça? Elle est où ta spiritualité? Elle est où ton... tu vois. Ouais. Donc ça, quelque chose qui a changé chez moi, c'est que je suis plus tolérant, je trouve. Et en même temps, moins tolérant avec tout ce qui me semble être de l'ordre de la charlatanerie. Tu vois, ça me pose vraiment problème, quoi. Hmm. Des mecs qui développent leur propre méthode dans leur coin en disant que ça va être la méthode qui va révolutionner l'accompagnement. Vas-y, ferme ta gueule. Toi, dans ton coin, avec ta tambouille, tu crois que tu vas être plus pertinent que les gens qui étudient, qui travaillent, qui prouvent, qui remettent sur le table, tu vois. Mais je crois que quand tu commences ce métier, en fait, enfin, en tout cas, moi, j'ai commencé ce métier, j'avais une vraie volonté de bousculer les choses, Ouais. d'aider les gens. Mais en fait, soyons clairs, on fait ça aussi pour nous. C'est vachement gratifiant. Est-ce que tu sens que tu as des limites en termes de quantité? Tu vois, par exemple, si tu reçois plus de 5 ou 6 clients dans la journée, est-ce que ça te pèse ou est-ce que, enfin, c'est quoi ta capacité de travail, entre guillemets? Euh, Ma capacité de travail, elle a Ouais. fluctué. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux faire 80, 90 séances dans le mois. Là, en ce moment, c'est pas grand-chose. Ouais. Je dirais, allez, 4 séances, 5, grand max dans la journée. Ça dépend des thèmes, ça dépend de plein de Ok. choses, ça dépend de comment je suis aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, ça aussi. Le nombre de séances, c'est quelque chose où les gens se disent, waouh, il fait tant de séances par mois. Ouais, mais il y a faire 80 séances par mois en étant avec l'autre complètement à chaque fois, ok, en prenant une demi-heure de pause entre deux, et il y a faire 80 séances par mois en disant, ok, arrêtez de fumer, page 252. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Quand tu vas être attentif aux présupposés, quand tu vas être attentif à la croyance qui est derrière les mots, bah, c'est pas la même chose que je te lis le protocole WZ42. Ouais. Ok, François. Bah écoute, on a fait le tour de mes questions. Est-ce que tu Ouais. penses qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui Oh. serait important pour toi de... Si vous accompagnez des gens en deuil, veillez à les protéger et à leur poser un cadre sécur. Soyez clair dans ce que vous faites, dans vos intentions, et même si la personne ne revient pas tout de suite, précisez-lui que cet espace, il est pour elle et que elle peut revenir quand elle veut, quel que soit le sujet. Faites au mieux ouais, pour les protéger. C'est des gens fragiles, ils ont besoin d'être protégés un temps. Ils ont besoin d'être sécures. Peut-être pas protégés, mais sécures. Parce qu'ils vont être sollicités. Je dis, moi, j'ai reçu des courriers, hein. Déléguez, déléguez si vous jamais vous sentez qu'émotionnellement vous êtes trop touché. Déléguez, renvoyez vers des collègues, des consoeurs, des confrères. C'est pas un souci. Et hypnose, c'est pas magique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On nous le vend comme ça, hein, c'est bien vendu, hein. Ouais, C'est c'est pour ça vrai. qu'on se forme. Mais c'est pas magique. Voilà. Ok.
Bah écoute, super François. Une dernière question. Est-ce que tu as des recommandations culturelles? Ça peut être n'importe quoi, un livre, un podcast, quelque chose que tu as envie de partager. Le podcast Hypnose et compagnie. Ok. Très bonne recommandation. En ce moment, j'écoute quoi? En ce moment, on est bien avec Sofiane Pamar en ce moment. C'est un pianiste. Moi, j'en avais à peu près rien à foutre du piano. Je trouve ça m'intéressait pas. Et Anna m'a fait découvrir ça et c'est vraiment chouette ce qu'il fait. Donc, Sofiane Pamar, pour de la musique, euh, dans les films, bah là, il y a le petit truc en plus voilà, franchement. Mais je trouve qu'Artus est vraiment chouette dans la dimension humaine qu'il met dans ce film, et ça se transpire dans le film. Pour le coup, vraiment, son film est cohérent avec tout ce qu'il véhicule autour de ces messages autour du handicap, de l'acceptation du handicap, donc ça c'est chouette. D'accord. Alors, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Marie Lisel, mais je trouve qu'elle fait du boulot. Je trouve qu'elle fait du boulot, et moi, ça m'a beaucoup apporté dans ma pratique au quotidien. Donc je pense que c'est important de pouvoir faire un tour par hypnose inclusive, même si moi je suis le mec cisgenre par excellence, tu vois. Et que des Bah, fois on peut se sentir justement, exclu, justement. mais tu vois, des fois on peut se Ah sentir oui. exclu de ça, tu vois, ou Hmm. agressé personnellement. En fait, on n'est pas agressé personnellement. Il y a juste un cadre qui est posé, il y a juste des choses qui sont dites, et c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. C'est pas parce que ça nous pique que ça doit pas être intéressant. Dans les bouquins, en ce moment, j'ai pas trop la tête à lire, puis moi, tu sais, je suis vite dispersé, donc lire pour moi c'est compliqué. Et tout ce qui est culturel, tout ce qui est autour du stand-up. Allez voir les stand-uppers, ils sont dingos. Roman Fressinet. Alors, Jérémy Faré, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que ses spectacles sont pas vraiment des spectacles d'humour, mais je trouve qu'il a des propos qui sont provocants, piquants, géniaux. Cette stand-upeuse, comment elle s'appelle, putain? Oh, je l'ai mangé, moi, la blonde, là, qui a une voix rauque, là, qui est une ancienne Ah, c'est toxico. Douli? Douli. Exceptionnel Douli. Ah, génial. Génial. Et s'intéresser à l'écriture, à ce travail de ces gens-là, parce que ces gens sont hyper inspirants. Parce que quand toi, t'es hypno, tu te dis, ah, j'ose pas trop me montrer et tout. Les mecs, ils montent sur scène, ils font 5 minutes de bide, ils prennent les 5 minutes qu'ils ont écrits pendant 15 jours, ils C'est les jettent à la clair. poubelle et ils recommencent. Et ils recommencent. Ces gens-là sont inspirants au Ah possible. ouais. C'est dingue. Ouais. Ils sont fous. Tu vois, quand on dit, ah, lui, il a été découvert du jour au lendemain. Non, c'est pas vrai. Ça fait 10 ans qu'il est dans le métier. Ça fait Ouais. 10 ans qu'il recommence, qu'il teste, qu'il recommence, qu'il s'acharne, qu'il prend des cours, machin, nanana. C'est juste génial. C'est juste génial. Euh, et Roman Fressinet, vraiment Roman Fressinet, c'est un stand-upper que j'adore parce qu'il se moque de tout. Enfin, surtout de lui, Hmm. pas des gens. Tu vois, Hmm. il avait un sketch dans le spectacle qu'on a vu où il est il rentre dans un hôtel, il est sous acide. Et il voit une naine, il dit, mais on est vraiment trop con. On lui a pas mis un petit escabeau, on n'a pas aménagé l'espace pour elle. C'est pas possible. Tu vois, c'est drôle, il se moque pas d'elle, il se moque Ouais. de la structure autour d'elle. Tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça génial. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Ok. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. C'était très très intéressant. Merci, c'est avec plaisir. Tout ce qui fait avancer la cause. Eh ben écoute, François, je te dis à bientôt. À bientôt. Prends soin de Et toi, salut merci Valérie. encore. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!